Quels sont les préalables à la souveraineté alimentaire? Les conditions sont-elles réunies? Projet de budget 2023. Quels sont les mécanismes pour mobiliser 6 000 milliards? Les assises au Burkina Faso vont éradiquer le spectre des coups d'État? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 16 octobre Eliman Kane, président de l'EC Africa, et Ibrahima Dia, sociologue et ancien directeur du MCA Sénégal. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la première radiovision du Sénégal. Merci, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Eliman Kane, qu'on ne présente pas au Sénégalais, qui est le président de l'EC Africa. Ibrahima Dia aussi, qu'on ne présente plus au Sénégalais, il est l'ancien directeur de MCA à Sénégal, sociologue et aussi versé sur des questions de développement. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement annonce la souveraineté alimentaire. Beaucoup de Sénégalais se posent des questions, se disent depuis les indépendances, cette question a été toujours agitée. Pourquoi depuis lors le Sénégal n'arrive pas à avoir sa souveraineté alimentaire et surtout quels sont les préalables pour y arriver? Eliman Kane. Bonjour Alassane. Alors c'est toujours un grand plaisir de me retrouver ici dans vos locaux. Merci. Et aujourd'hui le plaisir est doublé parce que tu me mets à côté de grands à moi que j'estime et apprécie beaucoup. Merci. Dr Ibrahima Dia, qui est une référence dans ce pays-là, non seulement par rapport à sa capacité d'analyse sur les questions socio-économiques, mais aussi son expérience qui est d'une envergure inégalable sur le terrain en termes de structure de développement économique et social. Et donc je salue tous les auditeurs de iRadio. Merci. Et également très enchanté à discuter de cette question que vous soulevez aujourd'hui avec beaucoup d'acuité d'ailleurs, parce qu'effectivement la souveraineté alimentaire, on en parle depuis quelques années et c'est un concept très bien clarifié aujourd'hui, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, ça nécessite une certaine prise en compte d'un droit qui est un droit des peuples tout simplement à une alimentation saine, mais également à une alimentation saine qui est aussi en adéquation avec la culture de ces peuples-là, mais également avec l'utilisation de procédés durables et également de systèmes qui sont en adéquation avec véritablement les valeurs d'une société. Et cela veut dire beaucoup de choses. Cela nous renvoie au choix politique. Il ne s'agit pas seulement d'une déclamation de concepts ou encore d'objectifs que nous mettons sur la table, parce qu'on peut toujours définir des objectifs et se mettre sur le sommet de les atteindre, mais ce qui est plus important, c'est est-ce que véritablement on s'est posé les bonnes questions, est-ce que exactement on s'est fixé la bonne démarche et on est sur le bon paradigme qui permet de pouvoir atteindre cette finalité qui est recherchée. Et donc je pense que le Sénégal parlait de souveraineté alimentaire. En même temps, on voit que les choix politiques sont des choix hybrides, dans la mesure où on aurait déjà systématiquement pensé au renforcement des capacités des producteurs dans les cellules familiales, déjà, et à leur renforcement en termes de matériel agricole pour pouvoir quand même moderniser les pratiques qui sont des pratiques anciennes qui existent, basées sur une connaissance aussi heuristique, une connaissance mais effective et réelle. Et également, en même temps, donc, cet État du Sénégal qui fait l'option aussi de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que d'ouvrir un peu donc, l'investissement à des investisseurs étrangers, mais également de créer un espace qui favorise, par exemple, des zones économiques spéciales, etc., mais également un environnement des affaires qui favorise donc, les investissements étrangers. Mais nous savons que ces investissements sont liés à d'autres enjeux, à savoir l'accaparement des terres, mais à savoir également l'introduction de techniques très modernes, mais dégradantes de l'environnement et qui peuvent créer d'autres problèmes. Donc je pense qu'il y a un dilemme qu'il faut régler sur ce plan-là au niveau de l'État du Sénégal pour avoir des options qui sont des options plus claires et qui doivent être, à mon avis, des options orientées vers
mobilisation des véritables acteurs agricoles locaux. Et ça, c'est une perspective, c'est vrai qu'on a essayé d'avoir au Sénégal, sous Mamadou Dia par exemple, qui avait compris qu'en fait l'économie accaparée par des acteurs économiques coloniaux ne devrait plus fonctionner comme ça si nous voulons véritablement réaliser un progrès économique social durable des Sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, on est le 16 octobre, le lendemain du 15 octobre, on ne peut pas ne pas penser à Thomas Sankara qui a quand même eu l'occasion d'expérimenter, au moins pendant 4 ans, un modèle qui a fait des, entre guillemets, en tout cas, j'allais dire des miracles, en 4 ans seulement au Burkina pour installer ce pays-là dans une perspective qui, si elle n'a pas été arrêtée par la suite, aurait pu permettre aujourd'hui une souveraineté alimentaire effective au Burkina. Bon, malheureusement, aujourd'hui, quand on parle du Burkina, on parle d'autres sujets qui sont beaucoup moins heureux. Oui, mais pourquoi, Ibrahim Dia, jusqu'à présent, on n'arrive pas à instaurer ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire? Quels sont les préalables que le Sénégal n'a pas pu mettre en place? Merci Alassane. À mon tour de vous remercier. C'est un plaisir toujours de venir participer à ces débats. Merci. Et c'est aussi un plaisir de retrouver mon jeune frère Eliman, qui fait un travail extraordinaire à l'Est Africa pour faire entendre la voix des sans-voix et poser les questions de manière à faire des progrès au pays, en débat libre. Alors, j'ai ramené avec moi ce livre qu'on appelle Le Sénégal à la veille du 3e millénaire, qui a été fait sous la direction de Amadou Ali Dia avec Samir Amin, et qui était sorti en 2000, où on abordait la question de la souveraineté alimentaire. Et on a fait le bilan de toutes les politiques agricoles depuis 1960 pour voir pourquoi on n'arrivait pas à faire les progrès qui étaient, ou bien il y a eu des progrès et des régressions. Comment les choses sont évaluées. En résumé, on peut dire qu'il y a eu des progrès en 60, mais il y a eu une politique agricole. Il y avait une politique agricole, mais un peu dirigiste, avec le système de coopérative. Il y a eu des échecs, il y a eu la crise agricole, il y a eu la crise de la sécheresse. Et les gens ont remis en cause ce modèle en mettant en place des sociétés de développement qui ont fait un travail important. La SAID, par exemple, a pu faire démarrer la culture irriguée à une large échelle. D'autres sociétés comme Cedifitex, et ainsi de suite. Après, il y a eu les ajustements structurels. Et c'est à partir des ajustements structurels qu'on peut dire que tout ce qui a été fait jusque-là a été remis en cause et on a régressé en termes d'investissement, en termes d'objectifs. Et on se rappelle bien quand on faisait ce travail, même le terme, il y avait une sorte de dictature de la pensée avec le FMI, la Banque mondiale surtout, et y compris même la FAO, qui à la limite nous interdisait même d'utiliser le mot autosuffisance alimentaire. À plus forte raison, même le mot souveraineté alimentaire était un mot tabou. Il n'y avait que le Forum du Tiers-Monde et des gens comme Samir et autres, et nous autres, qui osions parler de souveraineté alimentaire. Parce que la question fondamentale, c'est une question d'abord idéologique. La question idéologique, c'est de savoir, quand on parle de souveraineté alimentaire, on ne parle plus de productivité, on ne parle plus d'agriculture, mais on parle d'idéologie. Cette idéologie, c'est quoi? C'est qu'un pays ne doit pas accepter de se faire nourrir en majorité par les restes d'un autre pays. Et à partir de ce moment-là, on doit y mettre le prix, quoi que ça coûte. Qu'est-ce que ça... Parce qu'on n'est plus dans la logique de savoir qu'est-ce que ça nous coûte, mais la question de la dignité, la question de la sécurité même du pays. Alors, à partir de ce moment-là, tous les préalables qui étaient posés par le FMI, par la Banque mondiale, et qu'on a suivi jusque-là, il y a eu même un groupe de réflexion sur l'agriculture en 1996, le GRS, qui a donné les orientations. Et ces orientations-là disaient clairement qu'il faut renoncer aux subventions, qu'il faut renoncer aux investissements dans la vallée. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas eu d'investissement dans la vallée à partir de 1996, et qu'il faut laisser le marché faire les choses. C'est cette option néolibérale de laisser le marché régler les questions alimentaires en disant que du point de vue économique c'est une aberration de mettre de subventionner et de mettre de l'argent dans les céréales locales alors qu'on peut l'avoir sur le marché de Dakar à moins de frais, parce qu'on s'intéresse d'abord aux consommateurs urbains. C'est cette vision que la Banque mondiale a développée pendant cette période, et cette vision également néolibérale qui fait que les questions alimentaires sont des questions commerciales
et ne sont plus des questions de souveraineté de pays, c'est cela qui a amené la situation actuelle. Donc, si on veut revenir là-dessus, il faut d'abord remettre en cause tous ces paradigmes. Il faut remettre en cause ces présupposés. Le présupposé comme quoi, si on laisse faire, le marché va tout réguler. Ça, on se rend compte avec la Covid et avec la situation actuelle que ce n'est pas vrai. Que si on veut développer l'agriculture, il ne faut pas que l'État intervienne. Ce n'est pas vrai parce que l'expérience de l'Asie, l'expérience de l'Europe a montré que les souverainetés alimentaires ont été obtenues par un engagement fort de l'État. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut s'entendre. Et ce que disait Eliman un peu, c'est qu'on a l'impression qu'on ne fait pas un choix clair. On est à la fois dans un modèle néolibéral et à la fois dans un modèle qui veut revenir à la souveraineté. Avec les sociétés coopératives dont on parle de leur reprise, mais en même temps, on dit qu'il faut encourager l'investissement privé. Bon, on parle également de comment on appelle, de développer le pouvoir des producteurs, parce que sans leur pouvoir et sans leurs ressources, on ne peut pas, personne n'est incité à aller faire de l'agriculture. En même temps, on va avoir des prix bas pour le consommateur urbain. Alors, comment on va avoir le riz à bon prix, alors que le producteur de riz n'est pas bien payé? Donc, c'est la raison pour laquelle les dernières mesures du gouvernement peut-être sont à saluer dans ce cadre-là, puisqu'il met la subvention sur l'achat du prix du paddy. Or, avant, ce qui s'est passé, disons dans les politiques précédentes, c'est qu'on a laissé le prix du paddy se définir par le marché. Alors, quand tu laisses se définir par le marché et qu'il y a des importations de résidus de riz de l'Asie, mais c'est évident que ça va se répercuter sur le prix du producteur. Alors, si tu dis au producteur, et ça, le modèle n'a pas marché en 2017, parce que l'hypothèse de base qui était développée par le PRACAS avec notre frère le docteur Seck, c'était de dire que on va faire la double culture. Alors, sur les superficies actuelles, si on fait la double culture, en apportant des appuis pour passer d'une saison à l'autre, la production totale, si on l'additionne, si on multiplie par 2, on va atteindre l'autosuffisance. Mais la pratique, le terrain, sur le terrain, le paysan, lui, il n'a pas intérêt à faire la double culture. Il va faire une culture et la saison suivante, il va faire une culture de légumes qui est beaucoup plus rentable. Parce que le prix de revient, le prix auquel on achète son paddy, n'est pas un prix stimulant. Et à partir de ce moment, tout le modèle tombe. Parce que la stratégie de l'acteur, le comportement de l'acteur, on ne l'a pas anticipé. Et on n'a pas fait un prix rémunérateur. Donc, tout cela est un système, plus maintenant l'absence de sécurité avec les risques agricoles. Il y a quand même des efforts qui ont été faits avec la création de la compagnie pour l'assurance agricole, mais tous les gens ne sont pas assurés. Il n'y a pas une politique d'accompagnement. Même l'État a décidé, subventionne une partie, 50% de l'assurance est payée par l'État, mais les paysans peut-être ne sont même pas au courant qu'ils doivent s'assurer. Et au même moment où l'État met en place ce système, quand il y a une catastrophe, quand il y a un problème, l'État intervient pour payer, pour donner encore de l'argent aux gens. Or, quand on veut inciter les gens à s'assurer, il ne faut pas que ceux qui sont assurés et ceux qui ne sont pas assurés soient traités de la même manière. Donc, il y a des problèmes de cohérence et de choix politiques. Et ça demande quand même des discussions qu'on ne laisse pas seulement aux économistes ou aux stratèges économiques qui regardent que la rentabilité, qui s'intéressent qu'au retour sur l'investissement, mais il faut qu'on en fasse une question politique, une question idéologique. À partir de ce moment-là, on va le décliner, on va faire des choix clairs. Les paysans se sont toujours plaints du fait que souvent, quand on met en place ces politiques, ils ne sont pas associés, on ne les met pas au cœur des politiques. Le CNCR a dénoncé le fait qu'aujourd'hui, que les exploitations familiales sont oubliées, que les tracteurs que le gouvernement donne pour cultiver, des fois se retrouvent en Mauritanie, ailleurs, parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. Absolument. Vous savez, Abdoulaye, Alassane, c'est-à-dire la finalité des politiques publiques, c'est quoi? C'est d'abord l'efficience, mais également l'équité. Et aujourd'hui, on ne peut pas analyser ces politiques publiques sans avoir une vision critique, comme vient de le faire Dr Dia, de l'économie de marché. Parce que c'est cela qui oriente justement ces choix-là et qui fait intervenir dans la chaîne de prise de décision des intermédiaires qui ne font qu'alourdir le système, qui sont non productifs et qui en fait captent
justement ces ressources qui devraient arriver. Le lobby Ouais, mais il y en qui se a trouve beaucoup. aussi bien chez les marabouts que chez les administrations, Absolument. quand même des ministres qui sont des hommes d'affaires. Bien sûr, voilà, donc des conflits d'intérêts et tout, mais aussi ce qu'on appelle les grands agriculteurs qui s'accaparent des semences, des engrais, etc., avec des systèmes de distribution qui font que finalement, le producteur lui-même, le plus éloigné des centres de prise de décision, il voit absolument rien. Et donc ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas arriver à cette souveraineté alimentaire si on ne permet pas aux cultivateurs, et cela représente plus de 50% de notre population, ceux qui vivent au quotidien de l'agriculture. Et c'est cela qui doivent recevoir les ressources publiques pour pouvoir véritablement s'assurer que ces ressources sont fructifiées par la terre, parce qu'il s'agit de cela. Et donc, si ce n'est pas le cas, l'essentiel des ressources reste dans l'intermédiation. Voyez-vous les fameux l'histoire des bons qui se faisaient, etc. Des opérateurs qui viennent de je ne sais où, souvent qui ont des liens politiques avec ceux qui sont au pouvoir, et qui biaisent tout le système et qui rendent les politiques mises en œuvre inefficaces. Et souvent, on annonce des investissements. L'année dernière, le président a décidé 60 milliards. Je pense qu'en 2023, il va aller vers 70 milliards. Voyez-vous? Mais il faut évaluer l'impact de cela. Donc, tant qu'un système démocratique, inclusif, multi-acteurs n'est pas mis en place, et surtout transparent, qui favorise le dialogue des acteurs, comme l'a dit Dr Dia, alors on ne peut pas y arriver. Parce que nul ne peut mieux connaître que le cultivateur, l'agriculteur, ses propres besoins. Et comme je l'ai dit tantôt, et ça c'est en adéquation cohérente avec le concept de souveraineté alimentaire, les savoirs endogènes sont à valoriser. Aujourd'hui, on nous parle de l'engrais, des pesticides qu'on utilise qui agressent l'environnement, qui sont de sérieux problèmes en matière de développement durable, alors que nous avons des pratiques qui sont là, qui existent depuis longtemps, mais qu'on n'a pas développées et valorisées. Donc, de fertilisation de ces terres-là et d'utilisation optimale donc, des terres avec de petits investissements pas trop gros comme on aime bien ici à les montrer, mais qui favorisent quand même une certaine efficacité au niveau local. Et donc, l'organisation qui doit suivre au niveau local des producteurs, en coopérative ou bien, bon, comme on veut dire, société de développement, etc. Donc, favorise tout simplement le cadre de gouvernance, mais vraiment délocalisé au niveau qui permet à ce que les décisions soient prises sur la base des réflexions qui ont été faites par les producteurs eux-mêmes. Je pense que c'est surtout ces éléments de gouvernance qu'il faut mettre comme cadre de référence des politiques publiques pour y arriver. Mais s'il s'agit tout simplement de communication politique comme on le fait, où on aime bien annoncer des chiffres, on aime annoncer de grands projets qui ont du mal à se mettre en place, on crée des conflits inutiles. Je reviens sur l'affaire de Ndingler. Parce que récemment, voilà un exemple. Pendant 2 ans, les cultivateurs de Ndingler n'utilisent plus la terre. Ils ne produisent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les jeunes, c'est le travail ailleurs, ceux qui ont un peu étudié, envoient des CV. Mais moi, j'en reçois beaucoup de Ndingler et c'est eux qui m'expliquent que voilà la situation. Et donc, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un problème que l'État n'a pas su gérer. Et ça revient à cette option hybride dont je parlais, de développement de l'agro-industrie qui occupe beaucoup d'espace, accapare beaucoup de terres, mais au profil, bon, c'est vrai, il y a une retombée financière au niveau de l'État sur la fiscalité, etc. Mais c'est le profil, c'est vraiment l'investisseur qui en bénéficie. Mais tout ceci même aurait pu être mis en cohérence avec les préoccupations aux besoins des populations pour leur permettre de continuer de vivre. Dans ce cas-là, je pense qu'il est important de revenir à ces questions fondamentales-là, à savoir remettre le cultivateur, l'agriculture, le paysan au centre de la politique économique si nous voulons véritablement arriver à cette souveraineté. Il y a énormément de difficultés par rapport à ces questions bien précises, où les paysans considèrent peut-être qu'on fait une politique sans les inclure dans ce qui est en train d'être fait, parce qu'ils sont à même de savoir leurs propres besoins. Et ensuite, les débats se posent aussi avec l'agroalimentaire. On a constaté, même pas plus qu'hier, qu'en Ban, qu'on doit donner 1700 hectares à Sénégendia,
qui était venu dans un premier temps faire des bâtiments, qui se retrouve dans l'agriculture et qui exporte de la pomme de terre, qui font le marché sénégalais de la pomme de terre, et les paysans sont là en train de gratter le sol. Oui, je pense qu'il y a une question de cohérence et surtout de narratif à revoir par rapport aux investissements publics. Le narratif qui consiste à dire on a mis tant de milliards, on a mis tant, et pourtant on a fait ça. Ce narratif-là sur les coûts et sur les réalisations, je crois qu'il doit changer pour développer un autre narratif d'un consensus sur des objectifs avec une discussion sur les finalités. Une co-construction même d'un nouveau narratif qui met en avant les objectifs qu'on se fixe, notamment le consensus national sur ce qu'on doit avoir pour atteindre notre autonomie alimentaire, notre souveraineté alimentaire. Et ce narratif-là, je pense qu'il est à construire par tout le monde, à commencer par l'État, qui doit changer un peu de narratif. Et je pense que l'appel que le président a fait en demandant d'élaborer de manière participative et de revoir un peu les paradigmes est une opportunité à saisir, mais il faut que ce dialogue-là, ce travail soit fait de manière professionnelle. Parce que le processus participatif, ce n'est pas une affaire également juste d'appeler les gens, etc. Ça a été fait. Le CNCR a été beaucoup impliqué dans les politiques publiques dans les années de 99, 95, jusqu'en 2000, et même après 2000, il y a eu des problèmes avec le régime de Wade, mais ils ont été souvent impliqués, ils ont des structures qui réfléchissent, etc. Mais ce n'est pas les macrostructures. Il faut un processus vraiment à la base. Et en cela, également, la cohérence entre les politiques publiques agricoles et les politiques de décentralisation. L'idée qui était avancée à l'époque, c'était que l'échelle départementale, et après on s'est rendu compte que l'État a pris cette mesure de développer l'échelle départementale, mais dans l'analyse qu'on avait fait à l'époque, on proposait que les sociétés de développement rural soient créées à l'échelle départementale et qu'il y ait une conjonction entre les acteurs à la base, les paysans organisés en coopérative, qui participent au conseil d'administration, à la gouvernance dont il parlait, de ces sociétés de développement rural. Et que ces sociétés-là gèrent toutes les questions liées au développement rural, pas seulement l'agriculture, parce que tout est lié. Oui, parce qu'au temps de Mamadou Dia, ils avaient créé ce qu'on appelle les centres d'expansion rurale. Oui, les fameux CR qui accompagnaient les paysans. Exactement. Mais tout a été déconstruit. Il n'y en a plus. Voilà, l'animation doit revenir. Mais il reviendra dans un cadre organisé, à une échelle pertinente. Et je trouve que l'échelle départementale est une échelle pertinente. Dès lors qu'on a créé les conseils départementaux, il faut en revenir à ce que dans chaque département, que les gens créent des structures qui vont piloter cela et le dialogue va se faire là-bas. Et là-bas, tout le monde saura qui est paysan, qui ne l'est pas. Alors, et à partir de ce moment-là, les négociations peuvent se faire avec le secteur privé. Il ne s'agit pas de laisser comme ça le secteur privé aller s'installer là où il veut. Il faut que ça soit un dialogue. Par exemple, dans le cas de Ndingler, rien n'interdisait que le projet de Ndingler soit un projet de partenariat public-privé entre les paysans organisés dans leurs coopératives qui ont une part des actions et la société privée sénégalaise qui a une part d'action. Et qu'on considère que les paysans donnent un apport en terre. Et que cet apport-là en terre, l'autre donne une partie. Et puis ça soit une joint venture. À partir de ce moment-là, chacun y trouvera son compte. Et même le conseil municipal pourra y trouver son compte. Mais si on dit, voilà, ça vient d'en haut, l'État n'arbitre pas, laisse les gens entre eux, non, c'est pas possible. Le retour de l'État, c'est ça aussi. Et donc, la même chose, je pense, pour Mbane, je me pose des questions parce que les dernières directives qu'avait sorti le président de la République, le conseil rural ne peut pas donner plus de 5 hectares, je crois. Et puis après, il faut que ça passe par le truc, le gouverneur. Et cette superficie-là, je pense que ça doit même aller chez le président de la République. Absolument. Donc je pense que bon, il y a des tentatives, mais je ne pense pas que ça aboutisse. C'est des choses à revoir. Mais si c'est les populations, notre secteur privé également doit s'organiser pour peser sur la balance, mais avec toujours la discussion sur les finalités que l'on cherche au niveau national. Il doit avoir cet esprit-là. À partir de ce moment-là, on travaille en termes de chaîne de valeur pour que chacun fasse sa part des choses. Je ne trouve pas que ça soit très logique pour un industriel de l'agroalimentaire à chercher à produire depuis la production jusqu'à la transformation. Il peut laisser une marge
acheter chez les producteurs familiaux, et puis lui, il fait le travail de transformation. Donc, tout ça doit se discuter. Et ça doit se discuter, à mon avis, pas à l'échelle nationale, mais d'abord à des échelles générales, au niveau départemental, où les gens vont participer. Sinon, ce qui va se faire, c'est qu'il y a des gens qui vont représenter le monde paysan au niveau national et qui peut-être ne représentent pas le monde paysan dans toute sa diversité et dans différentes sensibilités. Et après, on revient au même problème que c'est des politiques externes. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, Eliman, de tourner en rond, que sur toutes ces questions-là ont été discutées dans les forats, dans les séminaires, que les documents ont été faits, déposés dans les tiroirs, et après chaque année on sort la même thématique, on la remet sur la table, mais il n'y a pas une réelle volonté d'aller au fond des choses. Absolument, Alassane. Moi, je pense qu'il suffit même que les gens viennent faire un travail de capitalisation de vos émissions, vous, ici, sur les questions, pour savoir que tout a été déjà dit. Ne serait-ce qu'ici, autour de votre plateau. Et je ne parle pas effectivement des rencontres beaucoup plus... Parce que le livre-là, c'était à quelle année? En 2000. Jusqu'à présent, rien n'a été fait par rapport à ce qui a été dit dans le livre. Donc, pour dire qu'en fait, le problème de fond, je crois que le docteur Dia l'a dit, mais c'est le paradigme. Il faut qu'on sorte. Est-ce qu'il n'y a pas de lobbies qui sont au sein de l'État, sûr, qui capturent tout, qui sûr, empêchent l'État de faire quoi que ce soit? Si même les directeurs de société ou bien les directeurs nationaux qui doivent travailler pour le pays, eux-mêmes sont des hommes d'affaires. Oui, non, ça veut dire que ce sont ces mêmes lobbies, ces groupes forts structurés qui, effectivement, entretiennent ce paradigme néolibéral de l'économie de marché. C'est tout un système c'est le problème du monde aujourd'hui, qui explique les inégalités entre ces collusions qui existent entre détenteurs de capitaux et ceux-là qui votent nos lois et qui exécutent au niveau de nos États. Donc cette collusion entre politique et affairistes, ou bien même ce conflit d'intérêts, parce que tu vois en même temps qu'il y a des politiques qui sont affairistes, comme tu le sais très bien et tu le rappelles souvent. Donc c'est le fond du problème. Donc ça c'est au niveau de la pratique. Mais avant de venir à la pratique, il y a aussi le choix clair d'une stratégie basée sur un paradigme sur lequel on se dit, voilà nous ce que nous voulons. Nous ne voulons pas continuer à développer notre économie sur la base de cette économie de marché néolibérale qui ne fait que créer des inégalités, renforcer davantage cette amplitude qui existe entre une minorité de personnes riches et cette majorité qui est encore laissée pour compte. C'est ça le problème de fond. Et ça, au niveau de l'échelle de nos États, c'est tout simplement comment nous décidons des politiques que nous mettons en place, mais avec fermeté, après les avoir discutées, dialoguer avec toutes les populations, parce que c'est ça aussi la démocratie, et donc dire voilà un peu comment nous allons procéder. Mais si cela n'est pas fait, c'est toujours des situations confuses, c'est l'opacité dans laquelle nous sommes installés, et justement ce sont ceux-là qui tirent les leviers, qui décident en privé et qui ont des moyens de pression, qui tirent les marrons du feu. Et donc, ceux qui n'ont pas cette possibilité, par exemple, le pauvre paysan qui ne sait que se lever, aller dans son champ, cultiver et croire en Dieu que s'il met une graine aujourd'hui, il va avoir un épi de 1000, etc. Donc, ça s'arrête à ce niveau. Donc, le rôle de l'élite, et surtout de l'élite aux affaires, c'est quand même de se rapprocher de ces acteurs à la base, de co-construire avec ces acteurs une politique qui est une politique cohérente et efficace. C'est cela qui ne se fait pas. Et donc, finalement, la responsabilité, mais elle est tout simplement politique. Notre problème, il n'est pas économique, il est politique. Il est au niveau des processus de prise de décision. Et c'est là, effectivement, que les gens se situent. Bon, ce qui justifie également, de part et d'autre, les positionnements des acteurs. Et il y en a qui vont jusqu'au bout pour dire que peut-être qu'il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il y en a qui se disent non, ce qui est important, c'est d'influencer de façon massive. Si les citoyens prennent conscience de ce qu'il leur faut, ils peuvent être suffisamment forts pour imposer à ceux-là qu'ils ont choisi de les diriger, donc la voie qu'ils souhaiteraient qu'ils suivent. Je rappelle que vous suivez l'Air du temps, que ce soit aujourd'hui Eliman Kane, président de l'AC Africa, et Ibrahim Dia, sociologue, spécial développement, ancien directeur de MCI Sénégal. Ibrahim Dia, dans ce contexte bien précis, comment peut-on mobiliser 6 000 milliards pour le budget du Sénégal 2023? Le gouvernement annonce 6 000 milliards.
Oui, je pense que ce qu'il faut voir, c'est combien dans ces 6 000 milliards on va mettre dans le secteur rural. Je dis bien rural, et là, il faut vraiment un lobbying, il faut une pression. Dès lors qu'on a décidé de faire la souveraineté alimentaire, donc toute la chaîne, jusqu'à la transformation, une priorité, comme on en avait fait avec la Covid. Quand la Covid s'est présentée, on a mis 1 000 milliards. Je souhaiterais qu'on mette 1 000 milliards dans le secteur agricole en disant c'est un choc au même titre que le choc qu'on avait eu pour la Covid et qu'il faut qu'on le règle définitivement. Mais en ayant des options de ciblage, des choix politiques. Le président, qu'on dise, a fait des choix et ces choix, on ne va pas jusqu'au bout. Par exemple, il avait fait le choix de développer les sociétés coopératives. Mais on ne va pas jusqu'au bout parce que parallèlement, il y a d'autres visions idéologiques qui ne sont pas favorables aux sociétés coopératives. Mais pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Est-ce qu'en faisant la définition lui-même, il prend le soin de suivre ce qu'il a dit sur le terrain? C'est ce que je dis. J'ai l'impression qu'il y a une lutte idéologique entre une option qui pousse vers ça et une option qui pousse vers l'approche libérale et qui est dominante chez nos experts et dans notre administration. Et qui ne sont pas favorables à ça. Et puis, il y a des intérêts, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette option-là se développe et qui également pousse. Parce qu'il y a certains experts sénégalais qui sont orientés FMI, Banque mondiale, qui s'attendent à une nomination au FMI, à la Banque mondiale, exactement, pour éviter d'influer pour faire plaisir aux colons, c'est ça? Ils peuvent faire plaisir, mais ils sont aussi formatés. C'est la formation aussi. Même nos économistes universitaires qui sont souvent de très grands patriotes ont aussi tendance à revenir sur la question du débat. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est le retour sur investissement? Donc, quand vous voyez un peu, c'est des paradigmes de formation. C'est des choix. Dans le monde, je me rappelle, dans le monde des économistes, rares sont ceux qui pensaient comme Samir sur ces questions de fond. Donc, il y a un formatage, il y a une formation sur lesquelles on devra rediscuter. L'approche économiciste là et économétrique, comptable des choses, c'est dominant chez les gens qu'on forme dans nos universités et chez nos experts. Au-delà du fait qu'ils veulent être dans l'ère du temps, en s'alignant sur les positions des FMI, de la Banque mondiale, parce qu'après, c'est plus facile d'avoir des... Avec des calculs aussi, voilà, peut-être. Donc, hein? Tout cela est dedans. Mais il y a surtout, moi, je pose ça en termes d'idéologie sur lequel il faut travailler. Alors, on sent que dans le pouvoir, il y a un basculement de temps en temps vers telle ou telle direction. Il nous faut pousser l'État à ce que les sociétés coopératives soient mises en avant. Par exemple, pour la question du matériel agricole, que l'État dise que les subventions vont aller jusqu'à 70 ou 60% quand c'est pour des sociétés agricoles. Quand c'est pour un privé individuel, ce qu'on appelle entrepreneur, bon, peut-être on donnera 20%. Et puis, que pour ces sociétés agricoles-là, que ça soit étalé sur 10 ans, 15 ans. En ce moment, on voit une option pour inciter les gens à aller créer des sociétés agricoles. Et à partir de ce moment, les sociétés coopératives ne peuvent pas être accaparées, c'est des sociétés, donc voilà, des entreprises agricoles, et c'est les paysans à la base qui vont créer leur organisation. À partir de ce moment-là, si on met 1 000 milliards et qu'on met l'accent que la subvention également doit aller la subvention des intrants, des semences doit aller en priorité vers ces sociétés coopératives, je pense qu'on va y arriver. Mais ça doit être une option claire. Ça n'empêche pas que des initiatives privées peuvent se développer, que des privés peuvent, des entrepreneurs privés, que des jeunes, parce qu'on parle beaucoup de jeunes entrepreneurs, de start-up, tout ça c'est bien, mais que l'État ait une option très claire, que 80% des ressources vont aller vers les gens organisés en société coopérative. Je pense que si on le fait et qu'on change le narratif sur ça, je pense que ça peut arriver. Et puis, que l'on continue à avoir une vision systémique de l'agriculture, pas seulement la production, la productivité, mais qu'on ait une vision, comme il a dit, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect transformation, sur la chaîne de valeur. Je pense que si on le fait et qu'on montre aux gens aussi que ce n'est pas à l'État de régler votre problème, c'est aux gens organisés de relever le défi. Ça, c'est un changement de narratif. L'État a un objectif d'autosuffisance, ce n'est pas l'objectif de l'État, ça doit être les objectifs également des acteurs eux-mêmes et qu'ils doivent y trouver leur compte. À mon avis, c'est là le basculement. Et nous tous, y compris les organisateurs de la société civile, quand l'État prend certaines positions, nous devons pousser et appuyer sur ces aspects positifs et peut-être
ne pas trop insister sur les autres aspects pour l'obliger à savoir qu'il y a un soutien populaire à cette orientation. Mais nos chefs d'État, nos trucs sont sensibles au lobby et à l'opinion. Donc il faut que nous parce que le vide qui a été créé depuis le réajustement structurel ont ouvert la voie à tous les lobbies et à tous les trafiquants. Donc il faut trouver un moyen, à mon avis, d'y revenir en changeant le paradigme et que l'État mette, comme il a dit, les paysans au centre, mais en disant l'instrument principal, c'est les sociétés coopératives selon la loi OHADA, qui permet aux gens d'avoir de vraies entreprises, mais ce sont ces entreprises-là que l'on soutient. Ensuite, les subventions doivent être ciblées. Ça ne doit pas être une subvention générale où tout le monde en profite. C'est cette subvention générale-là qui fait que des gens en profitent pour aller vendre les machines ailleurs. Mais quand une machine appartient à une société coopérative dans un village, c'est évident que personne ne peut aller les vendre ailleurs. Donc je pense que c'est ce changement-là qu'il faut ce débat. Et je pense que les conditions sont favorables parce qu'aujourd'hui, personne ne parle de rentabilité et autres. Tout le monde est d'accord au niveau international, y compris même la Banque mondiale, ne va plus frapper les gens sur les doigts pour dire vous n'avez pas le droit de subventionner. Et on a vu même sur les FMI, les dernières sorties pour que le gouvernement revienne, le gouvernement est obligé de rester sur les subventions, à refuser d'enlever les subventions. Et on doit sentir le peuple derrière le gouvernement sur ce refus. Parce que tant qu'on ne sent pas ça, on a l'impression que le gouvernement décide seul et n'a pas son soutien de son peuple. Il nous faut, sur certaines questions, avoir un consensus national sur certains choix. Et je pense que c'est pour ce budget-là, je ne sais pas où va venir les 6 000 milliards, mais il y a une part naturelle d'augmentation du budget, mais aussi il y a des ressources qui ne sont pas, peut-être Eliman connaît mieux l'aspect pétrole, mais là aussi, moi je suis favorable à l'idée, ça où c'est un débat important, qu'on ne doit plus être paralysé par le cadrage macroéconomique qui nous est imposé par les bailleurs de fonds, notamment le taux de déficit budgétaire. On doit creuser le déficit budgétaire pour régler notre problème de sécurité alimentaire. S'il faut aller à 7%, 10%, pourquoi pas? Les questions de souveraineté, les questions de sécurité demandent à ce qu'on creuse les budgets, demandent à ce qu'on augmente les endettements s'il le faut, parce que l'essentiel c'est de régler le problème une fois pour toutes. Et là, également, il y avait un débat qui était posé à l'époque au niveau d'ici, on a appelé ça le consensus de Dakar, un débat que le président avait introduit sur la remise en cause de ces normes. Sur quoi on a basé les 7%? C'est rien du tout. C'est des normes de Maastricht décidées en Europe, sur la base de l'expérience de l'Allemagne, on a dit 7%. Mais il n'y a aucune base scientifique. Le taux de 70%, c'est depuis les années 80. Avant, on ne le disait pas. Donc, nos économistes et nos trucs doivent être ensemble avec nos États pour que ces paramètres-là changent. À partir de ce moment-là, moi, je serais d'accord que l'on ait même un budget plus élevé en creusant le déficit, en empruntant sur le marché financier, pour qu'on règle définitivement les questions du monde rural, qu'on amène de l'eau partout, qu'on amène l'électricité partout, et qu'on fasse des pistes partout, et qu'on qu'on équipe toutes les sociétés coopératives de matériel agricole. En ce moment, le défi va être relevé en un temps. Les 6 000 milliards, il faut les prendre sur l'anticipation d'argent du pétrole? Oui, je pense que... Non, pas du tout. Et justement, c'est ça. Parce qu'on va prendre les 6 000 milliards. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de communication politique. Les gens doivent faire attention à comment ils parlent aux Sénégalais. J'ai l'impression que ce qui les intéresse, c'est de dire que oui, nous sommes à 6 000 milliards. En 2012, on était à 2 000 milliards. Maintenant, on est à 6 000 milliards. 2023. 2023, tu vois. Donc, non, 2023, c'était 4 000 milliards. Sorry. 2022. 2022. Là, 2023, ils projettent 6 000 voilà. milliards. Donc, je pense que les gens sont sur cette communication politique qui est dangereuse à la limite. Et qui reflète également, je suis désolé de le dire, mais un manque de sérieux et même de respect des Sénégalais. Et l'autre danger, c'est justement de dire que oui, c'est à cause du pétrole et du gaz. Alors, c'est grave de mettre ça dans la tête des Sénégalais qui demain se rendront compte qu'il n'y a pas grand-chose qui vient du pétrole et du gaz. Et voyez-vous les conséquences. Même sur les documents plus prudents de planification budgétaire qui sont faits par les techniciens du ministère des Finances, ils remettent en cause véritablement les estimations de recettes pour 2023.
Parce que ce n'est pas sûr que vraiment la production va commencer en fin 2023. Il avait annoncé 2021. Après, ils ont dit c'est Covid, etc. Ensuite, 2022. Ensuite, maintenant, ils disent 2023, mais fin 2023. Ce qui n'est même pas encore sûr. Donc là, heureusement que les techniciens du ministère des Finances sont très prudents sur ces questions-là, même s'ils prévoient quelque chose comme 59 milliards de recettes qui peut provenir, ce n'est pas beaucoup sur un budget de 6 000 milliards. Donc il faut que les gens fassent attention sur la communication qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont prévu 57 milliards 2023, 300 et quelques milliards 2024 et 500 et quelques 2025. Donc ce qui fait les 800 milliards annoncés par le ministre des Finances à l'époque, Abdoulaye Daouda Diallo, sur les 3 ans, 2023-2025. Ce qui est d'ailleurs montre quelque part ailleurs que les prévisions initiales qui ont été faites ont été revues à la baisse. Ah oui, voyez-vous, et ça va toujours aller encore à la baisse, parce que nous avons l'expérience des pays producteurs de pétrole et de gaz depuis plus de 10 ans à côté de nous. Tchad, voyez-vous ce qui Ghana. se passe aujourd'hui au Ghana. Ils sont dans une situation financière difficile, dépendante de cette dette. Bon, on y reviendra, effectivement, tout ce qu'on dit sur la dette, c'est à relativiser. Mais le Tchad qui est arrivé jusqu'à revenir sur les salaires des fonctionnaires, qui, après avoir épuisé toutes ses possibilités avec la Banque mondiale et le FMI, s'est rabattu sur la dette privée avec l'entreprise contractante qui exploitait le pétrole au Tchad. Les pires dangers. Aujourd'hui, on a augmenté les salaires tous azimuts au Sénégal. Oui, et c'est ça ces scénarios qui se produisent. Et donc, nous risquons de nous retrouver dans quelques années dans ces mêmes situations que ces pays-là. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas de l'expérience des autres pour mieux gouverner ce secteur des hydrocarbures. Maintenant, pour revenir sur le budget, il y a quelque part aussi, bon, c'est vrai, il y a les considérations économiques, ensuite les considérations de finances publiques. Sur les considérations économiques, on est totalement en phase. Ces convergences-là, ces critères-là, je pense que nous, on doit dire que cela ne nous engage pas. Ça, c'est un débat qu'effectivement des économistes sérieux ont déjà posé. Malheureusement, ceux qui sont dans le mainstreaming nous rappellent tout ça, c'est toujours cela. Et pour nous mettre des plafonds. Bon, même le président, quand il était fatigué, a remis ça en cause. Mais eux-mêmes qui ont mis ça en place, le président français Emmanuel Macron, en pleine crise financière pendant Covid, ils ont crevé, a remis en cause donc ces critères-là aussi. Pour dire que c'était des conventions entre des acteurs qui ont leur propre objectif, qui n'ont rien à voir avec nous, nos objectifs de développement actuels que nous avons. Et donc, nous ne devons pas nous tenir rigueur de cela. Il faut voir ce dont on a besoin. Effectivement, on a besoin de mobiliser les ressources qui sont nécessaires pour réaliser le progrès économique et social durable que nous souhaitons, pour que la transformation soit effective et durable dans notre pays. Mais c'est là qu'on ne doit pas se permettre certaines limites, si tant que l'analyse qui est à la base justifie ce taux d'endettement, il faut le faire. Maintenant, la différence, c'est comment s'endetter. Est-ce qu'on doit continuer à s'endetter à des devises étrangères? C'est là que c'est un peu plus compliqué pour nous. Parce qu'on est lié de façon à ça, et puis c'est une dépendance stratégique chronique que ça crée. Dans d'autres pays comme le Japon, qui peut se permettre plus de 200% d'endettement, parce que ces pays s'endettent sur leur propre monnaie. Mais c'est ça que le débat sur la monnaie nous rattrape. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la crise actuelle et les fluctuations qu'il y a autour de l'euro, du dollar, nous ramènent à une plus de responsabilité, à reconsidérer donc notre décision de nous d'aliéner notre monnaie à l'euro. Certains ont proposé des paniers de monnaie, comme ça, en fonction des différentes fluctuations, on s'ajuste. Mais d'autres sont plus radicaux en disant mais il faut nos propres monnaies. Et je pense que cette tendance, quand on parle de souveraineté, elle est celle qui est beaucoup plus viable. Parce que si tu t'endettes sur ta propre monnaie, tu peux te permettre d'aller jusqu'à X%. Mais ce qui est important, c'est que l'investissement que tu fais soit productif. Pour payer la dette. Voilà. Et donc, je pense que là, nous qui avons des ressources humaines, à foison, bon, même s'il y a des problèmes de qualification, de formation, c'est vrai, mais nous avons quand même au moins nous avons un noyau de ressources humaines qui ne sont même pas utilisées dans l'organisation de l'action publique. Et je pense qu'on a ces ressources humaines qui existent.
On a les ressources naturelles qui existent. Il faut profiter justement de cette période de pétrole et de gaz pour se donner ce courage et cette audace de dire je reprends ma souveraineté en main et je décide moi-même, sur la base de ces garanties, de formuler ma propre politique souveraine économique. Donc, mais sur l'autre aspect, Alassane, c'est-à-dire la question finances publiques, ça pose des questions de sincérité du budget. Bon, je ne parle plus des aspects économiques, ma position est claire, mais si on vient maintenant à ce niveau, ce qui est présenté, voyez-vous, par exemple, sur 2021, il y a un gap de plus de 900 milliards entre les ressources qui étaient prévues et les dépenses effectuées. Et sur la projection 2023-2025, ces ressources-là vont peut-être augmenter de 6,7%, mais les dépenses vont augmenter à plus de 12%, ce qui veut dire qu'on va progresser dans ce déficit-là entre ressources et dépenses, surtout que dans les dépenses, l'essentiel de ces dépenses-là, c'est des dépenses courantes. Ça aussi, c'est un autre problème dans la structure de notre budget. Est-ce que, mobiliser des ressources pour les consommer, tu n'avances pas. Et donc, je pense que là, il y a des arbitrages à faire, et surtout sur le plan sectoriel de la redistribution des ressources. Pour moi, il y a des secteurs prioritaires sur lesquels il faut mettre les paquets. L'agriculture, c'est quelque part où il faut mettre le paquet, mais ça invite l'État à être beaucoup plus présent dans le secteur, à investir avec les producteurs. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et un autre élément aussi, pour te laisser continuer, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit faire justement de ce qu'on peut gagner aujourd'hui des hydrocarbures. Pour moi, il fallait exclusivement dépenser ça dans la production et la sécurisation des énergies renouvelables. Exclusivement. Et faire comme si on ne reçoit rien, mais les mettre exclusivement sur les énergies renouvelables. Ça évitera d'entrer dans ce que nous redoutons, la malédiction. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit pétrole, gaz, le budget va augmenter. Cela veut dire qu'on finira par créer une dépendance entre notre économie et les ressources. Et justement, la loi met 90% des revenus dans le budget intégral. Donc, il y a ce risque qui existe. On a 3 petites minutes pour terminer. Pour le dernier point de notre question, notre débat, c'est les assises de Burkina Faso. Ils interviennent hier, anniversaire de la mort de Thomas Sankara, avec un capitaine qui est installé au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui on peut exclure le spectre de coup d'État au Burkina Faso? Puisque le jour même où on a installé Ibrahim Traoré, il y a eu aussi des morts tués par des djihadistes. Alors c'était la principale raison de la prise du pouvoir. Oui, au Burkina c'est quand même très très dur, et très dur de voir ce qui se passe au Burkina. Et il faut souhaiter, moi je pense qu'il faut souhaiter qu'il y ait une approche différente. Parce qu'apparemment le Burkina n'est pas capable seul de faire face à ce problème. Et donc à mon avis c'est une occasion, une opportunité pour que la CEDEAO prenne les choses en main et envoie une force armée sous-régionale pour aider le Burkina à faire face. À mon avis c'est ça la solution. Quels que soient les changements de militaires, la question est compromise du fait des rapports de force inégaux. À mon avis, c'est ça. Est-ce que le symbole de Sankara peut aider le Burkina à faire face à cette... Je pense que Sankara, c'est le symbole. Maintenant, le symbole ne suffit pas. Il faut être conséquent et pratiquer. Il avait lui-même dit, des militaires non formés sont plus dangereux. Le cœur de l'impuissance. Voilà. Donc, je pense que ce qui se passe au Burkina, le vrai problème, c'est la politisation de l'armée. Maintenant, l'armée fait de la politique au Burkina. C'est ça le problème sérieux. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas tout laisser aux militaires. Il faut que toutes les forces se mettent ensemble pour les amener. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de faire les assises nationales. Mais ils avaient déjà une commission qui avait travaillé pour la transition. Mais quand la commission a rendu son rapport, mais les militaires ont fait ce qu'ils veulent. Ils ne les ont pas suivis. D'ailleurs, des membres de cette commission sont frustrés, ont été appelés par les nouveaux militaires au pouvoir, ils ont refusé. Et donc, parce qu'ils se disent qu'il faut se jouer d'eux, ils vont faire semblant, tout simplement, d'écouter, de faire un dialogue, alors qu'ils font ce qu'ils veulent faire. Et là, le grand danger également, c'est d'aller s'allier
à d'autres forces aussi nocives que celles qu'on veut faire sortir d'ici, à savoir la Russie. C'est pas ça qui va nous sortir de cela. Donc il faut quand même que effectivement la CEDEAO joue son rôle, mais malheureusement la CEDEAO aussi fait partie du problème. Ouais. C'est ça, nos chefs d'État n'écoutent pas leur peuple. Ils écoutent d'autres acteurs qui ont leurs intérêts ici, au lieu d'organiser véritablement le dialogue interne et de prendre en charge les questions de sécurité qui aujourd'hui menacent tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci infiniment Eliman Kane, président de l'AC Africa. Merci Ibrahima Dia, sociologue et spécialiste de développement. Biran Sissi, la technique, Alassane Sambodjo au micro. Excellent dimanche à tous.